Et bonjour à tous, et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver en histoire. Je reprends, c'est mal cadré. 3, 4. Et bonjour à tous, et bien oui, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver en histoire sur l'Empire romain. Alors, il y a longtemps que je vous en parle, vous attendez ce moment depuis, pour certains, depuis pas mal de temps, parce que je vous en parle pas mal, que je suis en train d'y travailler dessus. Nous allons voir aujourd'hui le premier épisode sur l'Empire romain, mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est pas trop tard. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper parce que c'est pas fini. Et n'hésitez pas de me laisser un petit pouce et un petit commentaire si cela vous a plu. Alors nous voilà partis sur l'Empire romain, premier épisode, la naissance de Rome. Pendant plus de 300 ans, Alexandrie a été la capitale de la Méditerranée orientale. Ce royaume, envahi par les Romains, a été complètement détruit. Ses ruines disparaissent peu à peu sous la ville romaine. Les Romains ont aménagé de spectaculaires boulevards par-dessus les quartiers résidentiels d'Alexandrie. Contrairement aux Grecs, les Romains ont conquis l'Égypte par la force, imposant leur culture et leurs lois. Sous l'Empire romain, la grande métropole Alexandrie est devenue une banale ville de province. L'âge d'or d'Alexandrie n'aura duré que 300 ans, mais on se souviendra de la dynastie des Ptolémées et Alexandre le Grand. Un ancien philosophe a dit un jour « Tous les chemins mènent à Rome ». Il y a 2000 ans, il n'avait pas tort. Toutes les routes menaient à l'empire le plus puissant au monde. Son histoire débute en 753 avant Jésus-Christ, par Rémus et Romulus. Elle se poursuivra avec l'essor de Jules César, d'Antoine, de Cléopâtre, de Spartacus et d'autres, tous issus d'une civilisation faite de splendeur, d'actes de bravoure, mais aussi de violence pure. Ce sont les hommes et les femmes les plus puissants, passionnés et inflexibles dans leurs choix. Pendant plus de 1000 ans, ils vont dominer en occupant la population. On ne retrouvera jamais un empire aussi vaste que l'Empire romain. L'ancienne civilisation s'étendra en effet sur 3 continents. De la Grande-Bretagne à l'Afrique du Nord à travers l'Europe, jusqu'en Asie en passant par le Moyen-Orient. Que ce soit en Afrique du Nord, en Grèce, en Turquie, en Écosse, en Perse, au Moyen-Orient, en Syrie et en France, on trouvera des traces physiques du passage des Romains. Si l'on doit à cet empire un système militaire, c'est le peuple romain lui-même, issu d'innombrables pays et cultures, qui incarne véritablement sa puissance, sa gloire et sa prospérité. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Héréa Sylvia, fille du légendaire roi Numitor, donne naissance à 2 jumeaux, Rumus et Romulus. Mais le père Numitor, Amulius, craint que ses petits-fils ne détrônent un jour leur grand-père. Dans un axe de folie, il jette les jumeaux dans l'eau glaciale du Tigre. La légende dit qu'une louve sauve les 2 frères et les élève en les allaitant de son lait. Mais le plus probable est que le serviteur chargé de cet horrible acte n'ait pu s'y résoudre et tout simplement déposer les enfants au bord de l'eau. C'est le berger Photulus qui trouve les jumeaux et les ramène à sa femme Axa Larentia.
En 1100 avant Jésus-Christ, les Égyptiens, les Assyriens, les Grecs et les Romains vont cohabiter ensemble, jusqu'en 753 avant Jésus-Christ, où commence l'invasion de l'Empire romain jusqu'en 395 après Jésus-Christ. En 753 avant Jésus-Christ, Rémus et Romulus sont adultes. Ils posent les fondations d'une nouvelle ville qu'ils baptisent Rome. Mais leur lien fraternel ne dure pas. Au cours d'une dispute familiale, Romulus tue Rémus et demeure le seul gouverneur en place. Rome est entourée de 7 collines qui forment la ville, comme le Palatin, le Capitole, où coule le Tigre, aire de flux pour les échanges commerciaux. Les collines alentours constituent un rempart naturel, au sommet desquels viennent peu à peu s'établir différentes communautés. Sous l'Antiquité, l'Italie est une région de grande diversité culturelle. Nombreuses tribus commencent à se mélanger pour former une nouvelle race, les Romains. Les premiers Romains s'assemblent en petites communautés qui se développent sous la forme d'États indépendants. La plupart de ces peuples primitifs vivent dans des huttes recouvertes d'herbe, sous l'autorité de rois issus des familles les plus riches. Mais 50 ans après que Romulus ait fondé la ville, l'une de ces tribus alors en plein essor conquiert les communautés dispersées et les rassemble sous une monarchie dominante, ce sont les Étrusques. Les Étrusques sont un peuple raffiné dont les poteries sont de subtiles œuvres d'art. Ils croient en la vie éternelle après la mort et bâtissent des tombes élaborées. Mais c'est aussi un peuple brutal qui impose la terreur sur ses compatriotes romains. En 509 avant Jésus-Christ, après plus de 2 siècles d'oppression, un groupe d'aristocrates romains arrive à évincer la monarchie étrusque. Et là, c'est une nouvelle ère. Il crée à sa place un gouvernement, la République romaine, dont le développement dépasse bientôt les espoirs des plus optimistes. On est à l'aube d'une ère nouvelle, l'époque des rois, tyrans et révolus. Le pouvoir ne repose plus entre les mains d'une seule personne. 2 consuls dirigent ce gouvernement. Ceux-ci sont des magistrats qui rédigent les lois et supervisent les affaires juridiques. Oui, vous avez bien entendu. Nous sommes bien en à peu près 710 ans avant Jésus-Christ, dans l'Empire romain. Un sentiment de déjà-vu? Chaque année, un comité de sénateurs élise de nouveaux consuls. La République de Rome se compose de 2 classes de citoyens. Les plébéiens, la population courante composée de commerçants, artisans et agriculteurs, et les patriciens, l'élite dominante qui détient le pouvoir politique. La plupart des décisions que prennent les Romains étaient improvisées. Ils n'avaient aucun cadre constitutionnel, aucun garant. Il n'y avait pas de documents écrits comme au temps des Grecs. Le renversement du roi Estruc avait permis de mettre en place une république. Mais l'ironie de la chose, c'est que les consuls qui l'ont remplacé ont modelé leur pouvoir sur ceux du roi qu'ils venaient de destituer. La seule différence est qu'ils étaient dorénavant 2. Très vite, les plébéiens ne tardent pas à s'en plaindre, que ce nouveau système n'est pas vraiment mieux que le précédent. S'ils ont le droit de vote, l'axe à la politique reste pour autant réservé aux praticiens. C'est donc en 471 avant Jésus-Christ que les plébéiens élisent au sein d'une tribu qu'ils ont créée un collège de 10 représentants de leur classe. Ils sont chargés de les défendre contre tout type d'oppression politique de la part des patriciens et des consuls. En 450 avant Jésus-Christ, on vote une série de lois appelées les 12 tables,
destiné à protéger les droits de tous les citoyens. Au fur et à mesure que les siècles passent, le droit s'inscrit en profession de prestige. Cicéron, un homme issu de famille modeste, devient l'un des plus éminents juristes et orateurs de Rome. Ses parents n'étaient ni des nobles ni des sénateurs. Cicéron figure parmi les quelques grands autodidactes, c'est l'avocat que tout le monde s'arrache. Nous sommes dans une époque où tout le monde peut se voir attenter un procès pour un oui ou pour un non. Il est vraiment l'homme que l'on va voir quand on a besoin d'aide. À la manière de nos grands avocats, Cicéron est un habile défenseur. Ces ténors du barreau font preuve de leur talent en gagnant des procès. C'est sur le champ de bataille que la plupart des Romains montrent leur aptitude. Entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, l'influence de Rome s'étend hors des frontières de l'Italie. Chacun des deux consuls s'est constitué sa puissante armée, composée de légions d'hommes venant de différentes classes sociales. Ces légions romaines deviennent peu à peu la machine de guerre la plus violente que le monde n'ait encore jamais connue. Si leur principale motivation est de piller les richesses des territoires alentours, ces mercenaires ne savent pas que déjà à cette époque, ils sont en train de remanier le monde. Peu à peu, les territoires qu'ils conquièrent deviennent des provinces de Rome. Au fur et à mesure de son extension, l'Empire romain amasse les fortunes des nouvelles provinces qu'il s'est annexées. Il ne s'agit pas de conquérir de nouveaux citoyens que l'on pourrait imposer pour les besoins de la communauté, mais bel et bien de dépouiller toutes les provinces de leurs trésors. Toutes ces richesses extorquées sont ensuite acheminées vers Rome. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'armée romaine a déjà conquis la majeure partie du bassin méditerranéen, dont la Grèce, une partie de l'Afrique du Nord, de l'Espagne et du Moyen-Orient. Les consuls ont délégué aux gouverneurs qu'ils ont élus la gestion des provinces. Ainsi, la plupart des habitants obtiennent le droit de devenir des citoyens romains à part entière. Lorsque les Romains envahissent un pays, ils avaient pour principe de faire participer les habitants nouveaux romains aux conquêtes suivantes. Par contre, ce que les Romains n'ont pas fait et ce qui les différencie aux autres conquérants sous l'Antiquité, c'est de taxer le peuple de la péninsule italienne. À la place, ils ont préféré exiger de ces communautés un quota annuel de soldats, c'est-à-dire un enfant, un fils, ce qui permettra à leurs troupes de faire perdurer leurs forces. On achemine donc la plupart du butin vers Rome, capitale de l'Empire. Le forum, centre administratif de la ville, a pu ainsi être décoré de statues de marbre et de reliefs riches de détails. En 100 avant Jésus-Christ, le forum est déjà un lieu débordant d'activités. C'est là que les orateurs s'adressent au public face au palais du Sénat. Le forum devient un centre florissant et monumental, véritable symbole de la richesse et de la puissance grandissante de Rome. Pour ériger ces villes puissantes, l'expansionnisme romain a besoin de main-d'œuvre. De nombreux habitants des territoires conquis sont devenus des citoyens romains. Mais que sont devenus les autres, ceux qui n'ont pas accepté ce changement? Si quelques milliers d'entre eux s'en sortent avec une instruction, une situation convenable en tant que philosophes, musiciens, danseurs ou professeurs, plusieurs milliers d'autres sont vendus aux enchères comme esclaves et sont condamnés au travail manuel exténuant. En témoignent les carrières de Syracuse, où ces esclaves se sont éreintés à extraire de leurs propres mains la pierre destinée à la construction des grands monuments. Syracuse figure parmi les plus grandes carrières de pierre durant toute l'Antiquité. Beaucoup sont morts dans ce travail dangereux et harassant.
lorsque l'on considère l'Antiquité de cette période romaine, ses imposants monuments, son architecture classique, son art et sa littérature, inspirés des Grecs, il ne faut pas oublier qu'elle s'est appuyée sur l'exploitation d'esclaves. Tout ce que l'on voit encore aujourd'hui n'existerait pas si des hommes ne s'étaient pas échinés aux travaux forcés, ce qui n'était pas le cas du temps de l'Égypte et de la Grèce. Car si nécessaire, l'armée romaine a tout fait de ramener l'ordre parmi les esclaves rebelles. Car des révoltes il y en a eu, bien sûr. De toutes les révoltes de l'époque, la plus importante a lieu dans la péninsule italienne. Spartacus, la révolte. Cette révolte démarre sur l'impulsion de Spartacus, un esclave contraint de risquer sa vie comme gladiateur dans l'arène. Et oui, là aussi il y avait des esclaves. Il refuse sa condition de vie. Spartacus s'enfuit et commence à ramasser autour de lui des dizaines de milliers d'esclaves et les rallie à sa cause. Pendant 2 ans, il parvient à tenir en respect l'armée romaine. La révolte des esclaves de Spartacus a été capitale pour la perception qu'avaient les Romains de leurs esclaves. Elle a été la plus violente des rébellions. Il a fallu 2 ou 3 légions romaines pour en venir à bout. Mais elle a tout à coup fait prendre conscience aux Romains que ces esclaves qui avaient bâti leur ville, qui les distrayaient dans les arènes, au péril de leur vie, qui entretenaient leurs maisons, qui côtoyaient dans la rue, étaient des gens capables, s'ils le voulaient, de les assassiner dans leur lit. Le mouvement mené par Spartacus a été un traumatisme terrible pour la République de Rome. L'idée qu'une armée d'esclaves puisse faire plier l'armée romaine est une chose impensable à Rome. Afin de sauver la face et de traquer les rebelles, le consul de Rome envoie 2 de leurs plus prestigieux commandants. Crassus, un riche général expérimenté au combat, et Pompée, un guerrier surdoué, dont les conquêtes lui ont valu le surnom de Pompée le Grand. En 72 avant Jésus-Christ, Crassus, aidé par Pompée, partent avec près de 40 000 hommes pour chasser Spartacus de ses hommes. En moins d'1 an, ils parviennent à rattraper la plupart d'entre eux et comme vous vous en doutez, on les tue sur place. Spartacus et 6 000 autres finissent prisonniers avant d'être crucifiés sur autant de croix alignées sur des kilomètres, tout le long de la voie appienne, la voie principale de Rome. La crucifixion était une méthode très courante dans l'Antiquité. L'agonie était très lente car les suppliciés mouraient en fait de suffocation, car ils étaient entravés dans leurs mouvements respiratoires. On laissait ensuite leurs cadavres se décomposer à la vue de tous, là, au bord de la route. Ça servait d'avertissement. La révolte de Spartacus est la toute dernière guerre d'esclaves de l'Antiquité. Crassus et Pompée deviennent à leur tour consuls de Rome. Leur victoire leur donne le plein pouvoir sur le Sénat. Sur la plupart des territoires romains, on autorise malgré tout à garder leur propre identité. C'est ainsi qu'ils continuent chacun à apporter à l'Empire leur lot de spécificités. Et bien voilà, nous arrivons sur la fin de ce tout premier épisode. J'espère que cela vous aura plu, que vous avez hâte de connaître la suite. La suite, le 2e épisode, sera sur la vie romaine. Si cela vous a plu et si vous êtes encore là, écrivez en commentaire Spartacus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très très vite pour la suite de l'Empire romain. À bientôt. Ciao.